Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Angélique Julienne, directrice marketing et communication pour la maison Ferrand. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors écoute, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît et je suis vraiment très content de pouvoir tourner enfin un épisode avec toi. La maison Ferrand, c'est un acteur majeur des spiritueux. C'est une maison qui est dirigée par Alexandre Gabriel, qu'on a déjà eu la chance d'avoir sur le podcast et qui s'articule notamment autour de 3 grands piliers avec le gin Citadel, le cognac Ferrand et les rhums Planteret dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de commencer, quelle a été ta toute première rencontre avec un rhum? Est-ce que c'est un souvenir de dégustation, un moment particulier? Alors ma toute première rencontre, je ne suis pas sûre de pouvoir, me la rappeler. C'était certainement dans un bar très jeune. En revanche, celle qui m'a le plus marquée, c'était alors ça peut paraître un peu corpo de dire ça, mais c'était justement un Planteret, un Sainte-Lucie, de 2003. Je me rappelle très bien et c'est vraiment c'est vraiment ce rhum qui, à l'époque, m'avait fait me dire: «Waouh, c'est incroyable. On a une palette aromatique, on a quelque chose de très inattendu», donc j'avais vraiment adoré. Et puis j'ai eu la chance de travailler dans le rhum très tôt et c'est vraiment ma première expérience en Jamaïque. Heu, Mon premier voyage en Jamaïque où j'ai eu la possibilité de visiter, pas mal de distilleries, où là j'ai vraiment découvert c'est la diversité qu'on peut trouver, dans le rhum, et toute cette technique de distillation, cette richesse à la fois, d'héritage, de culture, parce qu'en fait, à chaque fois que tu découvres un rhum, tu découvres aussi la culture du pays d'origine, et ça, c'est vraiment ce qui m'a marquée et qui m'a fait tomber amoureuse, de ce produit, clairement. Superbe. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans l'univers des spiritueux? Est-ce que tu as toujours travaillé dans cet univers ou est-ce qu'il y a eu d'autres aventures avant de rentrer dans ce monde-là? Non, alors j'ai toujours travaillé dans les spiritueux. Alors pas toujours dans le rhum, en revanche. Moi, ma première expérience, elle était, je suis normande, donc elle était dans le cidre et dans le calvados. En fait, très jeune, je me suis dit, «C'est un univers que j'aimerais découvrir». Alors c'était pas vraiment par une porte métier, mais c'était vraiment plus par une porte, produit. Moi, toute petite, je voyais mon grand-père, qui avait, son fût de calva, dans le garage et puis, sa production de cidre et tu sais, toutes les familles en Normandie, avaient, enfin, en tout cas, quand j'étais petite, avaient encore un peu de cidre ou un peu de calva, heu, dans leur garage et donc du coup, voilà, j'ai été bercée, là-dedans, assez petite et j'ai fait mon tout premier stage, quand j'étais à l'école, dans une cidrerie, où j'ai commencé à vendre un peu de cidre, un peu de calva à droite à gauche et puis j'ai trouvé l'univers, très intéressant et très vite, du coup, je suis arrivée à Paris. J'ai travaillé avec Thierry Richard qui est encore aujourd'hui un de mes mentors, dans l'industrie, qui était, donc à l'époque le propriétaire de La Part des Anges, qui aujourd'hui est, Spirit Vintage Garage, où j'ai commencé à travailler avec, un portefeuille de spiritueux plus large. Mon tout premier projet notamment, c'était la première importation de la tequila, Calier 23 avec Sophie de Cobec. Donc, tu vois, un projet, hyper intéressant, une nana hyper dynamique, hyper créative. J'ai eu la chance de travailler en direct avec Sophie, de pouvoir, travailler sur, tu vois, l'ouverture des différents marchés en distribution et autres et donc là, je suis vraiment tombée amoureuse de cette industrie, en fait et donc je suis restée plusieurs années, à travailler avec Thierry et puis ensuite, j'ai eu, l'occasion de rejoindre le groupe, Marussia,
où là, en tant que brand manager, je gérais notamment Mézane, qui est donc une marque de rhum d'embouteilleurs indépendants. Et donc, c'est vraiment là où j'ai pu me mettre davantage, tu vois, dans cet univers du rhum, pouvoir partir en Jamaïque, pouvoir découvrir voilà, toutes les origines du rhum. Et puis, toujours en ayant bien évidemment en tête Planteré, qui pour moi était juste une marque magnifique, quoi, parce qu'on pouvait voir plein de terroirs, on pouvait découvrir plein de choses. Et puis en 2016, j'ai rejoint du coup Maison Ferrand. Donc ça fait 9 ans maintenant que je suis au sein du groupe. Et à l'époque, c'est une maison familiale, c'est une petite entreprise à l'échelle des spiritueux. Et donc du coup, il n'y avait pas du tout de service marketing, quasiment pas. Et donc j'ai pris ce poste, j'étais toute seule. Et puis au fil des années, on a pu construire un peu cette équipe marketing, mais toujours avec le produit au centre de tout, en fait. Moi, mon intérêt et celui de l'équipe d'ailleurs, c'est le produit, c'est la sélection du produit, c'est le goût, c'est l'histoire qu'on raconte, avant toute cette partie com ou marketing telle qu'on l'entend, quoi. Et effectivement, j'ai rapidement évoqué les marques emblématiques que tu représentes aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est la Maison Ferrand? Ouais, bien sûr. Donc Maison Ferrand, c'est une entreprise qui a été créée par Alexandre Gabriel en 1989. Donc initialement autour du cognac, hein. Alexandre enfin le cœur de métier en tout cas de Maison Ferrand, c'est vraiment le cognac. D'ailleurs, on est basé à Ars, hein, au cœur de la Grande Champagne. Et ensuite, c'est un peu le fil conducteur de l'entreprise, puisque très vite, en 96, Alexandre a créé la marque Citadelle. Donc, c'est le premier gin craft dans le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait absolument pas tout ce mouvement autour du gin tel qu'on l'entend et qu'on le connaît aujourd'hui. Juste pour remettre un peu dans la timeline, Citadel, c'est avant Hendrix, c'est avant toutes ces petites marques, alors Hendrix, grande marque, mais avant toutes ces petites marques qu'on a pu voir débarquer un peu tous les jours. À l'époque, c'était uniquement, enfin plus personne ne buvait vraiment de gin. Et puis Alexandre, lui, il s'est dit: «Bah, en fait, j'ai ces alambics de cognac qui distillent uniquement 6 mois de l'année. Les 6 autres mois, j'en fais rien». Donc là, pour le coup, il y a un non-sens économique. Et puis en même temps, il avait analysé toute cette histoire de la distillation. Et puis le gin, c'est un alcool qui est très aromatique, qui est très riche en histoire, toute cette histoire des botanicals, de comment aller justement travailler l'infusion, la distillation, la palette aromatique. Et donc c'est quelque chose qui l'avait toujours énormément intéressé. Et donc en 96, après quelques années j'ai envie de dire, de remue-ménage auprès des douanes françaises et autres pour avoir le droit de distiller dans ces alambics cognacés, il obtient enfin l'autorisation et on crée Citadel. Et donc voilà. Et puis ensuite, en 99, la Maison Ferrand, Alexandre Gabriel crée Planteré, donc à l'époque Plantation. Puisque donc on avait pas mal de fûts de cognac. Il essaye de voir aussi pour vendre ses fûts de cognac. Il voyage dans les Caraïbes, notamment pour aller vendre ses fûts. Et puis, plutôt que de vendre ses fûts, il revient lui-même avec des fûts de rhum, parce que il se dit: «Mais c'est un spiritueux qui est juste incroyable». Et c'est là que naît Planteré, avec comme ADN vraiment à la fois de mettre en avant les différents terroirs du rhum, puisque, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, le rhum, c'est pas juste un seul produit. C'est plein de pays producteurs avec tous une origine, un héritage, et donc vraiment un profil aromatique différent. On peut faire le lien avec le vin, en fait. On va jamais dire qu'un vin de Bordeaux a le même goût qu'un vin de Bourgogne. Dans le rhum, c'est la même chose. Un rhum de Jamaïque, c'est complètement différent d'un rhum de la Barbade, et encore plus différent d'un rhum de Fidji, par exemple. Et donc, ils voulaient mettre en avant vraiment cette diversité des terroirs, et ensuite ramener aussi au goût du jour ce qui est devenu aujourd'hui vraiment l'une de nos signatures, qui est le double vieillissement. Puisque dans l'histoire du rhum, on le sait, depuis plusieurs siècles, le rhum a toujours été donc produit dans leur pays d'origine, mais ensuite très souvent importé, notamment en Europe. Donc il y avait ce voyage des fûts qui se faisait déjà. Donc le rhum voyageait en fût pour revenir sur les différents ports, donc Bordeaux, Londres, enfin. Donc il y avait ce voyage, ce que nous on appelle le vieillissement dynamique, et qu'on analyse beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie influence du bois et de l'alcool pendant ce voyage. Et ensuite, ce double vieillissement dans un climat qui est différent, puisqu'il y a d'abord le vieillissement en climat tropical,
donc sur l'île de production, dans le pays de production. Et ensuite, le climat continental, donc nous, pour le coup, en France et dans nos fûts de cognac, puisqu'on est producteur de cognac. Donc sur tous les rhums planterés, vous trouverez toujours ce double vieillissement. D'abord en fût de Bourbon dans le pays d'origine et ensuite en fût de cognac à Cognac chez nous. Donc voilà, là, c'était vraiment les 3 premiers produits de Maison Ferrand. Et puis, depuis, on a également, mais j'imagine qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais on a également, une autre marque qui est Stades, qui est celle de notre distillerie à la Barbade, et Cane Rock, qui est un rhum, heu, spiced rum, tel qu'on peut le dire, qui est un rhum de Jamaïque, qui est infusé avec différentes épices, notamment de la vanille, du gingembre et de la noix de coco. Un magnifique portefeuille aujourd'hui de très belles marques, mais qui ont vraiment ce dénominateur commun d'être des marques avec une très forte identité, un goût fabuleux et une vraie histoire effectivement à raconter pour chacune d'entre elles. Oui, puis comme tu le dis, nous, on a le dénominateur commun, ça va vraiment être, ces 2 piliers, à la fois le côté, créativité et goût. C'est-à-dire qu'on a vraiment à cœur d'avoir des produits qui soient bons, qui soient délicieux et qu'on ait envie de déguster, avec des créations spécifiques. Et puis le côté, communauté, j'ai envie de dire, chez Maison Ferrand, ce qui nous définit vraiment, c'est le côté humain. Alors déjà, on est une entreprise à taille humaine et puis on a vraiment ce souci d'aller, avec toutes les personnes avec qui on travaille, on a ce rapport humain vraiment. Dans la région, on connaît exactement, à la Barbade notamment, on connaît les fermiers avec qui on travaille pour la noix de coco, on connaît le fermier avec qui on travaille pour le gingembre. Enfin, c'est vraiment cette recherche et ce rapport aux gens qui est hyper importante, en fait. Tu nous le disais un peu, effectivement, à l'origine, Planteret s'appelait Plantation. Est-ce que tu peux nous expliquer effectivement cette démarche qu'il y a eu avec le changement de nom qui a été officialisé de mémoire en 2024? Pourquoi changement tout d'abord? Et puis ensuite, comment est-ce qu'il s'est opéré? Est-ce que très rapidement, vous aviez déjà en tête le nom Planteret? Est-ce Ouais. qu'il y a eu de la recherche? Combien de temps vous avez mis effectivement pour mener ce projet euh, de bout à bout? Ouais, bien sûr. Hem, alors, ce qu'il faut se dire, c'est que Planteret, c'est une marque qui est née en 1999. Et c'est vrai qu'à l'époque, le premier nom, qui était arrivé, à l'esprit d'Alexandre, c'était plantation. Plantation, pourquoi? Parce que, bah, une plantation, en tout cas dans l'esprit d'Alexandre, c'est une ferme. Et comme on le disait, nous, le rapport à l'agriculture, le fait de cultiver, la matière première, c'est hyper important. Dans nos cognacs, on a nos propres vignes. Chez Citadelle, maintenant, on a nos propres champs de genévriers, on a notre orangerie pour nos agrumes. Donc voilà, ce rapport à l'agriculture est très, 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 très important. Alexandre avait des grands-parents qui étaient agriculteurs eux-mêmes et distillateurs. Donc voilà, ce rapport à l'agriculture était très important. Et donc pour lui, bah, une plantation, c'était une ferme. Donc voilà, c'était l'idée du nom, au départ. Et puis, bah, au fil des années, on a pu se rendre compte que c'est vrai que plantation, ça a aussi une autre connotation. Et nous, aujourd'hui, l'objectif, quand on crée nos rhums, c'est de partager, du bonheur, c'est de partager des produits qui sont délicieux, mais c'est en aucun cas de blesser qui que ce soit. Et la connotation qui peut être négative, nous gênait de plus en plus. Et c'est vrai que le jour où on parle de mariage avec West Indies, on avait, voilà, quelques personnes dans l'équipe, qui nous ont remonté le fait que, bah, plantation, c'était un mot qui pour eux était lourd de sens, et pouvait les gêner un peu. Et on a eu cette discussion, de façon très, j'ai envie de dire collégiale avec, Maison Ferrand, les équipes commerciales, West Indies, de se dire: «Voilà, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on continue d'avancer avec ce nom? Ou est-ce qu'on prend les devants dès maintenant et puis on décide de le faire évoluer, de façon à voilà. Et puis donc on a pris la décision tous ensemble de le changer. Ça a été un processus très long puisque comme tu l'imagines, bah, Planteré, c'est une marque qui est distribuée aujourd'hui dans 120 pays dans le monde. Donc beh, ça veut dire redéposer un nom dans 120 pays. Hem
À l'époque, je me rendais pas compte du du chantier que ça allait être. Mais donc on a brainstormé, on a travaillé aussi pas mal avec des agences, on a fait des sessions de workshop en interne avec, tous les départements, la finance, la prod, la R&D, les équipes commerciales. On s'est tous mis en équipe pour essayer de venir avec des noms. On voulait pas changer, le sens, l'ADN de la marque parce qu'en fait, on n'était pas en train de réinventer une marque. Cette marque, elle existe, elle a des valeurs, elle a des valeurs fortes et donc on voulait rester vraiment, en lien avec ces valeurs. Donc il fallait trouver un nom qui soit à la fois, compréhensible et facile à dire en anglais, en français, en espagnol, qui puisse être déposable, donc disponible, et qui fasse du sens avec qui on est aujourd'hui. Et donc le processus, il a pris un peu plus de 2 ans, quasiment 3 ans, je crois. On avait une shortlist, on a eu une première idée de nom, on s'est lancé, à fond dedans et puis en fait, on s'est rendu compte que, c'était pas disponible dans tous les pays. Donc on est reparti en arrière, on a recommencé et puis, Planteré, c'est l'un des noms qui est arrivé dès le début, pour être honnête. Parce qu'il faisait du sens, visuellement déjà, on n'était pas dans une rupture, complète avec plantation. D'un point de vue, sens, puisque planteré, c'est quoi? C'est la plante et la plante, c'est la canne à sucre et donc, on revient à ce sens de l'agriculture, de la matière première qui est très importante pour nous. Ray, c'est le soleil, c'est cette radiance qui est aussi, sur, beaucoup de nos logos parce que, c'est cette façon de s'ouvrir aux autres, de créer, de ne pas être fermé sur nous-mêmes et puis surtout c'est le soleil, dont on a besoin pour faire grandir et pour faire pousser cette canne à sucre. C'est le soleil qui définit aussi, la Barbade et les îles de production du rhum et donc ça faisait du sens en tout cas d'un point de vue, explication du nom. Et puis c'est un mot qui a été créé également et donc, plus facilement, déposable. Donc voilà. Si on parle un peu, je dirais maintenant du produit, du rhum, donc comme tu nous le disais, vous sourcez, des rhums partout dans le monde, la Barbade, la Jamaïque, les Fidji. Aujourd'hui, comment est-ce que vous sélectionnez ces terroirs et quels sont un peu les critères pour qu'un rhum devienne un rhum Planteret? Alors, aujourd'hui, on distille nous-mêmes, dans 2 îles. Donc on distille à la Barbade, bien évidemment, qui est, donc le berceau du rhum, hein. Je rappelle, la Barbade, c'est la première trace de rhum dans le monde, aux alentours des années 1650. Et donc on a la distillerie, States West Indies Rum Distillery, qui est une distillerie qui est en place depuis 1893, donc plus de 130 ans d'histoire. On distille également, en Jamaïque, puisqu'on est actionnaire, de NRJ, donc National Rum of Jamaica, qui est propriétaire de 2 distilleries que sont, Long Pond et Clarendon. Donc là, on est, en tant que distillateur, on a la main sur nos approvisionnements en rhum. Et puis ensuite, en effet, comme tu le disais, on travaille avec plusieurs, distilleries, plusieurs terroirs, plusieurs origines. Comment est-ce que l'on sélectionne? Alors on sélectionne, à partir du goût. Ça c'est le numéro un. C'est-à-dire voilà, on a vraiment à cœur d'avoir des rhums qui soient délicieux et donc ça va être, notre critère numéro un. Et puis ensuite, c'est aussi, notre relation et notre affinité avec les différentes distilleries et distillateurs. C'est, l'héritage et le savoir-faire, donc il y a plein de critères qui rentrent en compte. Alexandre, très tôt, il a commencé à voyager un peu partout dans le monde pour justement aller chercher et dénicher un petit peu ces pépites. On a la chance, de travailler en direct avec toutes nos distilleries, quasiment. Donc très régulièrement, on va au Pérou, on va à Fidji. Alexandre était encore à Fidji l'année dernière. Donc on va vraiment sur place. On travaille main dans la main avec les distilleries et avec les distillateurs. On échange beaucoup de savoir aussi et ça, c'est très, très important pour nous. Ce partage de connaissances, tu vois, je te donne un exemple tout bête, mais on a Don Ben qui est notre distillateur à la Barbade, qui était encore il y a pas très longtemps à l'île Maurice parce que, on a vraiment des choses à apprendre de l'île Maurice et eux avaient besoin aussi de conseils. Donc c'est ce partage de savoir, qui est très, 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 très important pour nous. Et voilà, en tout cas, on n'est pas dans une recherche constante d'aller, trouver, la distillerie que personne n'a eue ou autre. C'est plus basé sur cette relation et cette qualité.
OK. Et effectivement, tu nous en parlais un peu avant, il y a eu aussi un point de, je dirais, de bascule dans ce projet où vous êtes passé d'une sélection de rhum un peu partout dans le monde, mais que vous ne produisiez pas, à l'acquisition, d'une superbe distillerie à la Barbade. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Comment est-ce qu'il s'est fait? Et puis un peu, je dirais, nous décrire, cette distillerie de West Indies. Ouais, bien sûr. Oui, puisque en fait, depuis 9 ans maintenant, on est distillateur, donc ça a toujours été le rêve, bien évidemment, d'Alexandre, hein, de pouvoir avoir sa distillerie de rhum. Quand tu travailles avec autant de distilleries et autant de rhum, c'était son rêve et en 2017, on a eu l'occasion justement de pouvoir, se marier avec West Indies, avec States West Indies Rum Distillery, qui était un de nos fournisseurs de rhum depuis de nombreuses années. Donc Alexandre y était déjà allé, et connaissait très, très bien la distillerie, connaissait également les équipes et voilà, ça a été l'opportunité et le rêve qui devient réalité et donc cette distillerie, comme je le disais tout à l'heure, elle est juste magique dans le sens où elle a énormément d'histoire, puisqu'elle a plus de 130 ans et surtout, quelque chose qui est très typique de la culture barbadienne, c'est le fait de conserver absolument tout et pour la petite anecdote, la première chose qu'Alexandre nous a dit quand il a acheté, la distillerie, c'était de dire: «C'est génial parce que je savais qu'il y avait cette espèce de salle, d'archives, le Distillers Vault. Je savais qu'il existait, je savais que ces documents étaient là, ces livres de distillation, ces documents historiques, mais il n'avait jamais pu y aller et Andrew, qui est notre directeur sur place à la distillerie, lui avait toujours dit: Je sais pas où c'est, sans grand intérêt, quoi». Et le jour où la signature a été faite, Andrew est venu lui donner un peu symboliquement cette clé en lui disant: «Bon allez, maintenant tu as le droit d'aller mettre, ton nez dans ces archives-là». Et puis bon, Andrew, s'est révélé être un passionné de Rome et un historien, vraiment, acharné et donc il a passé des années et des années à lire et à analyser toutes ces archives, à les trier, à regarder et donc on se retrouve avec une richesse, créative parce qu'en fait, on peut faire tellement de choses avec toutes ces archives. Donc ça, c'est superbe. Hem Et donc pour revenir à la distillerie en elle-même, c'est une distillerie qui aujourd'hui donc représente à peu près 70 personnes. Et c'est très drôle parce qu'en fait, on s'est très vite rendu compte que, bah, l'ADN de West Indies, c'est la même que celle de Maison Ferrand. Ce sont des passionnés, ce sont des équipes qui n'attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir créer, expérimenter et faire plein de choses. Et donc on a des personnes à la tête des différents pôles d'expertise, qui sont incroyables. Enfin, je pense notamment à Dario, qu'on appelle un papaïste parce qu'en fait, c'est le papa des levures et donc il passe sa vie à regarder comment les levures évoluent, à faire toutes ces levures, ces levures sauvages, ces levures et c'est juste incroyable. Don pareil, c'est un passionné, donc c'est notre distillateur, c'est notre maître distillateur. C'est un passionné de distillation, il a recherché toutes les histoires des différents alambics parce qu'on a la chance avec West Indies d'avoir une diversité au niveau des outils de distillation qui est juste incroyable, puisqu'on a plein de types d'alambics. On a notamment, le Vulcain qui est un alambic à chambre qui est complètement, qui est un ovni en son genre, hein, parce que c'est ni une colonne, ni un pot still, et c'est le seul dans le monde, à notre connaissance en tout cas, qui est encore d'origine, donc on l'a restauré pour le refaire fonctionner, de ce style dans le monde. On a le Rockley qui est, à notre connaissance, le plus vieil alambic en cuivre de Rome au monde, qui était, dans le jardin. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ils gardent tout à la Barbade. Quand on est arrivé, on a trouvé cet alambic qui était un peu en pièces, dans la cour de la distillerie en décoration et qu'on a pu restaurer. Alors ça a été un très, très gros, chantier, mais au sein de Maison Ferrand à Cognac, on a notre propre atelier de chaudronnerie et donc Gaylor qui est chaudronnier, ça a été juste son projet, c'est le projet de sa vie, quoi. Il a pu restaurer cet alambic et donc on l'a complètement retravaillé. On a redessiné le col parce il avait disparu, mais par contre l'alambic en lui-même est d'origine.
David Pym, qui est le créateur et le propriétaire de John Doerr, les fameux alambics John Doerr, nous l'a identifié comme étant, en tout cas selon lui, le plus vieil alambic de rhum en cuivre au monde. Parce que tu voyais l'épaisseur du cuivre, tu voyais les différentes techniques d'assemblage, et donc c'est un dinosaure, quoi. Et donc on le refait fonctionner aujourd'hui. On a le Greg qui est de 1850. On a différentes colonnes également. Donc voilà, on a une possibilité de distillation qui est juste folle. Et donc, bah, t'imagines bien qu'avec tout ça, on a quelques idées en tête et on a de quoi faire. Bah, écoute, ça nous fait une transition toute trouvée pour parler un peu de la gamme, effectivement, et de ce que vous proposez aux passionnés de découvrir surtout ces terroirs et toutes ces, je dirais, ce savoir-faire autour du rhum. Est-ce que tu peux nous présenter la gamme aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle s'articule? Ouais, bien sûr. Alors, la gamme Planteré, elle est très large. On a beaucoup de produits, parce que, bah, la créativité, c'est ce qui nous anime, et donc voilà, quand on a une idée et qu'on pense qu'elle est délicieuse et qu'elle nous anime, et ben, on y va. Donc on va avoir, plusieurs gammes au sein de la marque. La première gamme à laquelle on pense, ça va être celle des bars classiques. Donc c'était des produits qui ont été, initialement en tout cas, développés pour et avec, les bartenders. Donc je pense notamment, aux 3 étoiles qui est, notre rhum blanc, qui est un assemblage de 3 îles mythiques, dans le rhum. Heu, on a également l'Original Dark, on a, l'OFTD, notre Overproof qui a été développé avec les OFTD Brothers, donc ces hommes emblématiques du monde tiki et des cocktails à base de rhum. Et puis, le Stiggins et le Cut and Dry qui font partie de cette gamme aussi, qui sont notre rhum à l'ananas et puis notre rhum à la noix de coco. Donc voilà, ça c'est plus la partie bar, mais qui au final, s'adresse, très bien en dégustation pure, aux amateurs de rhum également, pas uniquement aux cocktails. Et puis ensuite, on a notre gamme d'assemblage, où là, on met vraiment, du coup, en avant cette expertise, de l'assemblage. Alexandre, il est master blender, depuis plus de 35 ans, et c'est aussi l'expertise qui vient de la région de Cognac. Je veux dire, la catégorie Cognac en elle-même est connue pour ce savoir, d'assemblage, de savoir aller repérer les bonnes eaux de vie et d'avoir vraiment cette qualité, d'assemblage des eaux de vie. Et donc là, je pense notamment au XO, qui est notre rhum emblématique, de la Barbade. Je pense également à l'Isle of Fiji, à Xaimaka ou aux Grandes Réserves, où là, on démontre à la fois, l'expertise d'assemblage, mais également les différents terroirs du rhum, comme on a pu l'aborder tout à l'heure, puisque Isle of Fiji, c'est l'essence même de ce qu'est le rhum de Fidji. Xaimaka, c'est ce qui est le rhum de la Jamaïque, 100% pot still, et puis le Grande Réserve qui illustre également le terroir, barbédien et cet équilibre, du rhum de la Barbade. Et puis ensuite, on a des gammes qui vont être, on va dire peut-être un peu plus techniques, sur des éditions, notamment limitées. On a la collection des millésimes, par exemple, les vintage, où là, on a vraiment pour objectif de pouvoir, encore une fois, éduquer sur les différents terroirs du rhum, de montrer, qu'un rhum de Trinidad, c'est différent d'un rhum de la Barbade, et en ajoutant également, l'indicateur de ce millésime, et de montrer qu'en fait, bah, un rhum qui est de 2007, il va être différent d'un rhum de 2008 pour plein de raisons. D'un point de vue vieillissement, l'emplacement où il a été vieilli dans le chai, est-ce que le fût était en haut de la pile ou en bas de la pile? Enfin, ça, il y a tous ces critères qui, en fait, jouent un rôle très, très important, dans le vieillissement et dans le goût, de nos rhums. Et puis, la collection des single casks, où là, on s'adressait aux cavistes notamment, et à cette possibilité de pouvoir, sélectionner, un fût bien spécifique. Nous, ce qui est très important chez Maison Ferrand, c'est de pouvoir faire vivre une expérience et de pouvoir partager notre expérience aussi avec les gens qui nous entourent. Et donc très, très tôt dans l'histoire de Maison Ferrand, l'un de nos piliers, vraiment ce qui nous a démarqués, je pense, c'était de faire venir, les barman chez nous à Cognac, de faire venir les cavistes, de faire venir nos partenaires distributeurs,
Et donc le programme des single casques, c'est vraiment ça. Parce que chaque année, on fait venir, notamment nos cavistes, sur place. Ils ont la possibilité de déguster énormément de fûts et de sélectionner le fût qui leur parle, pour des raisons, différentes, hein, le fût qui leur parle et ensuite d'avoir la possibilité d'embouteiller ce fût avec leur nom, leur logo et toutes les informations produits, sur leur étiquette. Ça me fait penser, d'ailleurs que ce qui est très, très important aussi chez Planteré, c'est vraiment cette, transparence. On a été probablement la première marque de rhum à être aussi transparent sur nos étiquettes et à importer énormément d'informations. Donc on met tout sur nos étiquettes. On met le temps de vieillissement, les lieux de vieillissement, la fermentation, la distillation, le type d'alambic, les substances volatiles, le degré d'ester, enfin toutes les informations sont indiquées sur nos étiquettes. Et donc voilà, et donc cette gamme des single casques, elle avait vraiment pour objectif de pouvoir faire quelque chose un peu sur mesure et également de montrer, notre, savoir sur le vieillissement et sur le choix des fûts, puisque cette gamme, elle offre la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une 3e maturation, puisque sur Planteré, comme je le disais, on a toujours le double vieillissement dans le pays d'origine et à Cognac, en fût de cognac. Et là, on s'amuse, avec plein d'autres fûts. Et donc, on a pu sélectionner, des fûts de tequila, des fûts de mezcal, des fûts de bière, des fûts de vin, des fûts de whisky, pour apporter cette maturation de façon très subtile, mais qui viennent vraiment, bonifier, le rhum, et lui apporter des notes un petit peu particulières. Et donc sur tous nos single casques, on a cette 3e maturation qui est mise en avant. Et puis après la dernière gamme, c'est vraiment la plus extrême, justement, la plus limitée, la plus recherchée. C'est la gamme des extrêmes où là, on est, sur une édition qui est, où on va choisir des fûts extrêmement rares au sein de nos chais, et que l'on embouteille, sans rien faire. Donc, pas de réduction, pas d'assemblage, pas de dosage, vraiment rien, dans sa pure forme. Hem et voilà. Si on se concentre un peu sur quelques références emblématiques, le XO par exemple, quelle est l'histoire de cette référence? Pourquoi est-ce qu'elle a été, créée au départ et qu'est-ce que vous vouliez raconter avec celle-ci? Alors le XO, il a été créé, initialement, il a été créé par l'équipe, en cadeau, à l'honneur d'Alexandre, pour ses, 20 ans en tant que maître de chai. Heu et cette référence, elle est emblématique aujourd'hui dans la marque, dans la gamme, parce qu'elle encapsule vraiment tout ce qu'est la marque. C'est-à-dire, alors le berceau du rhum, la Barbade, hein, c'est une île qui forcément est très, très, très importante et qui nous est chère, et qui est, comme je dis, voilà, le berceau du rhum, donc ça faisait beaucoup de sens. Ça encapsule également, tous nos savoirs, à la fois nos savoirs de distillation. Dans une bouteille d'XO, tu as des années et des années d'histoire parce que c'est distillé, notamment, en partie dans le Hall Greg, qui est un alambic de 1850 qui a juste vu des générations et des générations de distillateurs. C'est également, le fait d'encapsuler des années et des années de savoir sur l'assemblage, comme je le disais, puisque je pense que c'est l'aboutissement de notre expertise d'assemblage, le XO. C'est des rhums vieux, qui sont travaillés, qui sont assemblés, avec pour objectif d'avoir un produit qui est juste magique. Et puis c'est également, toutes ces différentes techniques, qu'on peut travailler. Hem, Tu vois, dernièrement, on a parlé du Hogomansta, qui est un petit ovni dans notre gamme parce que c'est un rhum qui est extrêmement estérisé. C'est certainement le rhum le plus estérisé, à notre connaissance en tout cas. Mais tu vois, là, on se dit, c'est un peu geek et autres, mais en fait, ces techniques de fermentation, d'estérification, c'est aussi ce qui construit le XO au final, tu vois? Et donc voilà. Et puis c'est aussi notre possibilité de faire découvrir le rhum, de faire goûter le rhum à un grand nombre de personnes. Ce produit-là, ce rhum-là, quand tu le dégustes, ça fait mouche direct, quoi. Enfin, il est juste délicieux, quoi. Donc voilà. Et vous l'avez décliné, récemment avec, le lancement du PXXO.
Est-ce que tu peux nous parler un peu effectivement aussi de ce produit? Ouais, bien sûr. Alors le PXXO, c'est une édition qui est un petit peu plus limitée, sur lesquelles on a voulu s'amuser à aller, travailler une maturation supplémentaire, travailler avec des types de fûts, différents. Donc on a travaillé avec des fûts de Pedro Ximénez où Alexandre et Fanny, qui est à la tête de notre, service de recherche et de création, sont allés sélectionner des fûts de Pedro Ximénez bien spécifiques. Et là, l'objectif, c'était de travailler justement sur une palette organoleptique un petit peu différente, puisqu'on va chercher, des notes un petit peu plus, fruits confits, ce côté un peu pruneau, un peu, cerise, fruits à noyaux au final, qui te donne ces notes, plus rondes, hem et qui offrent une palette aromatique un petit peu différente. Et donc l'objectif, voilà, pour nous, c'est encore une fois de s'amuser avec différents fûts, de pouvoir montrer aussi notre expertise en termes de vieillissement, et puis, de pouvoir aussi montrer à nos consommateurs de XO qui, nous suivent depuis longtemps, voilà, qu'il y a une petite nouveauté sur le produit. Génial et une très belle nouveauté. Je te laisse en juger. Il y a un autre, projet chez Plantrek, que je trouve passionnant parce qu'il dépasse un peu, je dirais, le produit en lui-même, c'est le cut and dry. Comme tu le disais, c'est un rhum coco. Est-ce que tu peux nous parler un peu déjà de la création de ce produit? Combien de temps il a fallu pour le développer? Est-ce qu'il a fallu imaginer des nouvelles techniques pour arriver à ce cut and dry? Ouais, bien sûr. Alors Cut and Dry, ça a été une très, très longue histoire, beaucoup de recherches. Hem, Au début, l'idée de départ, elle est venue d'Alexandre où il s'est dit, la si tu réfléchis à la Barbade, les 2 éléments, emblématiques de la Barbade, alors si on oublie Rihanna, c'est, le rhum et la noix de coco. Pourquoi la noix de coco? Parce qu'en fait, quand tu te balades à la Barbade, tu vois ces vendeurs sur le bord de la route qui coupent leurs noix de coco et qui te vendent en fait de l'eau de coco, fraîche, sur le bord de la route, et tu te retrouves avec ces piles et ces piles de noix de coco sur le bord des routes, qui restent là et qui s'entalent, qui s'entassent, pardon. Et Alexandre se disait: «C'est quand même dommage, d'avoir toutes ces noix de coco sur le bord de la route et de rien en faire», et on s'est dit: «Tiens, on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose et de faire, d'associer en tout cas, le rhum et la coco». Et donc là, on s'est mis à rechercher, à y faire des essais, à faire plein de choses. Bon, au final, on s'est retrouvé avec quasiment, 4 ans de recherche, quasiment une centaine, d'essais. On a même eu cette espèce de petite bataille entre, l'équipe de développement à la Barbade et l'équipe de développement à Cognac, où tout le monde faisait ses recherches, partageait ses résultats, voilà, de façon très motivante. On a tout essayé. On a essayé, avec de l'eau de coco, avec du lait de coco, avec de la crème de coco, enfin voilà, énormément de choses. Et puis au bout de 4 ans, on a vraiment trouvé la recette parfaite. En plus, c'est très, très compliqué parce que la noix de coco telle qu'on l'imagine, quand tu manges un yaourt à la noix de coco ou une glace à la noix de coco ou un Bounty, je ne sais quoi, c'est pas le vrai goût d'une noix de coco. Si tu as l'occasion de manger une vraie coco fraîche ou de boire de l'eau de coco, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus. Donc au final, voilà, on avait cette volonté de faire en sorte que ça soit un vrai rhum à la coco, que le consommateur puisse retrouver ce goût de coco, mais tout en utilisant, à la fois des techniques et des ingrédients 100 naturels. Il était hors de question d'aller utiliser des arômes. Donc les équipes ont fait plein de recherches, pour au final se rendre compte que ce qui fonctionnait le mieux, c'était d'utiliser des noix de coco les plus mûres possibles, dans lequel il y avait du coup quasiment plus d'eau, mais une chair très mûre, de la couper. Donc on la coupe un peu façon, tu vois, des petites chips de coco, quoi. De le faire sécher le plus possible. L'avantage à la Barbade, c'est que ça peut sécher très vite avec le soleil, donc faire sécher au soleil ces chips de coco, et ensuite, de les infuser, dans notre rhum. Ensuite, s'est posée une autre question qui était, bah, où est-ce qu'on achète toutes ces noix de coco? On voulait obligatoirement que ces noix de coco viennent de la Barbade, et donc on a voulu commencer à regarder. Ce qui s'est passé également, c'est qu'on ne voulait pas, utiliser
les noix de coco qui servaient normalement à l'approvisionnement en eau de coco. Parce que l'idée, c'était pas de venir assoiffer l'île en eau de coco. Mais ce qui s'est passé également, c'est que, la Barbade, c'est une île qui a perdu beaucoup son agriculture, qui produit, peu de choses comparé à d'autres îles dans les Caraïbes. Et donc nous, notre engagement, il a été de se dire: «Bon, comment est-ce qu'on arrive du coup à réintroduire, cette culture de la noix de coco, cette agriculture de la noix de coco en, travaillant sur des partenariats avec des fermiers, avec des entreprises locales?» On s'est associé notamment à Cardi, qui est, un des organismes, rattachés, aux Nations unies, pour, justement essayer de mettre en place, ce partenariat. Et très vite, du coup, avec l'aide de Cardi et des Nations unies, on a pu justement, de repousser, aider en tout cas la Barbade à se redévelopper dans cette agriculture de la noix de coco. Et on a aujourd'hui, des partenariats en place avec différents fermiers de différentes tailles, qui ont notamment planté des noix de coco des cocotiers supplémentaires pour nous. Et en parallèle de cela, on a également, la chance d'avoir une ferme au milieu de l'île qui s'appelle Kendal, sur lequel on a replanté, nous-mêmes également, de la coco. Donc là, on a 34 hectares, de cocotiers qui sont en cours de plantation à différents niveaux. On a commencé à l'étape de nursery, hein, donc tu reçois vraiment ta petite noix de coco avec le germe, et puis après on est en train de les planter, petit à petit. Et donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir contrôler notre matière première, la noix de coco. C'est de pouvoir travailler aussi avec les fermiers sur l'île et développer cette agriculture, et puis de rester 100 Barbade. Donc voilà, ça, c'est l'histoire de Cat and Dry. Et puis après, ouais, initialement, ce produit était vendu uniquement, sur l'île, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez, d'approvisionnement en noix de coco pour pouvoir, le vendre à l'international. Et puis, en début d'année dernière, de par l'approvisionnement de noix de coco, on a pu agrandir un petit peu la production. Donc on a commencé à en vendre un petit peu sur nos autres, marchés de distribution. Et là, cette année, on s'est vu recevoir le prix du meilleur, nouveau, produit à Tales of the Cocktail, qui est le plus gros salon, des bartenders dans le monde, je pense, à la Nouvelle-Orléans chaque année. Et je t'avoue que là, ça a été un vrai moment d'émotion pour tout le monde, parce que c'est la reconnaissance de ces années de travail, de l'équipe à la Barbade, de l'équipe chez Maison Ferrand, de cet aboutissement de la recherche et du développement, de ce travail avec les fermiers, avec la distillerie. Et donc, ça a été un vrai, vrai moment d'émotion, et on était vraiment très, très contents. Génial. Si on se projette un peu maintenant, est-ce que tu peux nous Mmh. raconter un peu la suite de l'histoire que vous envisagez? Peut-être la découverte de nouveaux terroirs que vous aimeriez explorer, des nouvelles innovations? À mon sens, il y a déjà une très belle histoire que vous allez nous raconter dans les prochains mois, qui est celle de States Rum. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous vous projetez? Ouais, bien sûr. Stades, c'est une marque qui nous est très, très chère, parce qu'en fait, alors je vais peut-être, répéter ce que tu as déjà dit, mais Stades, c'est la marque de la distillerie. Heu, Stades West Indies Rum Distillery, cette distillerie, elle a jamais eu sa marque à elle, puisque quand George Stades avait créé la distillerie en 1893, il distillait du rhum, mais il ne pouvait pas vendre en son nom ou sous sa marque. Il vendait du rhum à différentes personnes, et notamment à toutes ces familles à la Barbade qui avaient leur petit embouteillage, leur petite étiquette de rhum. Moi, ça m'a beaucoup parlé quand Andrew m'a raconté ça, parce que, tu vois, en Normandie, c'était un peu ça, toutes les familles avaient leur petite étiquette de Calvados, et à la Barbade, c'était la même chose avec le rhum. Et donc ils avaient jamais eu leur marque. Et c'est vrai que quand on s'est rapproché avec l'équipe, la première chose que les équipes nous ont dit, c'est, on n'a pas notre marque. On n'a pas notre marque, parce qu'en fait, quand on dit sur l'île qu'on travaille chez, States West Indies Rum Distillery, il y a plein de gens qui nous connaissent pas, parce que c'est pas une marque, en fait, c'est une distillerie. Et donc, on aimerait bien nous aussi être reconnus, pouvoir mettre en avant notre travail. Et donc on a voulu faire, revivre cette marque historique qui est Stades, qui est le nom du créateur. Surtout lui redonner aussi son mérite, puisque
quand tu regardais toutes ces étiquettes de rhum à la Barbade à l'époque, elles avaient quasiment toutes dessus écrit Stades. Pourquoi? Parce qu'en fait, Stades, c'était devenu un peu le marqueur de qualité. Si tu marquais Stades sur ton étiquette, ça voulait dire que c'était un rhum qui était délicieux. Et donc on s'est dit: «On va faire revivre cette marque, on va lui redonner, son origine et son histoire». Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire, avec cette marque, c'est de raconter l'histoire de la distillerie. Et donc là, cette année, en effet, on a lancé les 2 premières références, en France lors du Whisky Live. Heu, donc c'est une gamme qui s'appelle Distillers Vault, parce que Distillers Vault, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment cette salle, ce coffre-fort d'archives. Et avec chaque édition, ce seront des éditions limitées. Avec chaque édition, on va raconter un peu, un chapitre de l'histoire de la distillerie. Et donc, là, cette année, les 2 éditions que l'on a lancées, c'est Fusion et Vulcanes. Vulcanes, pourquoi? Parce que ça met en avant cet alambic mythique dont je te parlais tout à l'heure, qui est un ovni en son genre. Et puis l'histoire derrière, puisque tu vois, quand on a remis en fonctionnement, le Vulcain, il y a qu'une seule personne à la distillerie qui avait distillé avec le Vulcain, c'était Digger. Digger, ça fait 47 ans, cette année qu'il travaille à la distillerie. Son père, avant lui, a travaillé 45 ans à la distillerie. Donc tu imagines que quand tu mets, cette expertise, ces 2 expertises bout à bout, ça fait quelques années. Et Digger était le seul à savoir distiller avec cet alambic. Et bon, je le fais de façon un petit peu courte, c'est un peu plus complexe que ça. Mais quand on a rallumé l'alambic, Digger nous avait dit: «Non, non, attends, ça va pas fonctionner si vous faites pas ces 2 petites tapes à un endroit bien spécifique, qui le remettent d'aplomb et qui le font bien distiller». Et donc on l'a appelé Two Taps parce que ça raconte cette histoire, ça raconte cet héritage, ce partage de Digger et puis cet alambic mythique. À côté de cela, on a également Fusion où là, on met en avant, nos recherches sur la canne, puisque chez West Indies, on travaille depuis 5 ans maintenant en partenariat avec la Sugarcane Breeding Station, qui est, l'une des 2 plus vieilles, l'un des 2 plus vieux centres de recherche de la canne à sucre dans le monde, avec Java notamment. Et où on fait, des essais, sur des cannes à sucre. Et là, on a travaillé avec eux avec pour objectif d'aller chercher des cannes à sucre, qui soient parfaites pour la production de rhum. Parce que très souvent, ce qui a été fait à la Barbade, c'était de trouver des cannes à sucre qui étaient parfaites pour le sucre, puisqu'on était une île sucrière. Aujourd'hui, on veut avoir des cannes à sucre qui soient parfaites pour le rhum, donc on a travaillé plein de différentes variétés. Aujourd'hui, on en a sélectionné 5 qu'on est en train de faire pousser, notamment, dans la ferme de Kendall dont je te parlais tout à l'heure. Et donc avoir notre propre plantation de canne à sucre. Et donc dans Fusion, pour revenir à cela, on fait un assemblage entre, les 2 matières premières du rhum, c'est-à-dire du jus de canne et de la mélasse. Et donc ça nous permet de raconter, voilà, ce chapitre de la distillerie. Et avec chaque édition, on pourra raconter un nouveau chapitre. Donc ça, c'est pour la partie Stades. Et puis après, pour revenir à ta question, j'ai digressé un petit peu, mais sur Planteré, on va également avoir des nouvelles choses, l'année prochaine. On va notamment lancer, notre nouvelle collection, d'extrêmes qui, je sais, est attendue depuis un moment. Donc ça va être la collection numéro 6 où là, alors je te dévoilerai pas les produits, les rhums en eux-mêmes, mais en tout cas le concept de la collection, il est hyper fort puisqu'il va mettre en avant, ce qu'on considère nous comme, les légendes, du rhum. Donc c'est une sélection qui a été faite par Alexandre sur des fûts vraiment spécifiques avec, donc 6 origines, différentes, main dans la main avec, des personnes, qui, pour nous en tout cas, ont forgé ce qui est le rhum aujourd'hui ou ce qui était ou dans le passé également, ont eu un impact en tout cas sur ce qu'est sur la production de rhum, heu, au niveau de leur, pays ou de leurs îles de production, et qui nous permettent de mettre une fois encore en avant, ces terroirs du rhum et ces différents héritages, cette culture, ce savoir-faire et les hommes derrière, les hommes ou les femmes, hein, les hommes derrière. Écoute, on a hâte de découvrir tout ça. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai encore 2 petites questions. La première, c'est pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait s'initier à la gamme Planteret. Qu'est-ce que tu lui conseillerais comme référence pour commencer et où la trouver? Mmh. Alors, ça dépend,
C'est toujours une question très, très dure. J'ai envie de te dire, ça dépend à quelle heure de la journée tu as envie de déguster ton ton rhum. Hem, il y a plein de produits au sein de la gamme Planteré qui me parlent, mais bien sûr, j'ai envie de te dire le XO parce que pour moi, le XO, raconte toute la marque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc le XO en dégustation, mais j'ai aussi envie de te dire peut-être, le Stiggins parce qu'il raconte aussi notre rhum à l'ananas, parce qu'il raconte aussi le côté vraiment artisanal, ces ananas qui sont encore coupés à la main chez nous, ce savoir-faire aussi, d'infusion, de distillation et d'assemblage puisque le Stiggins, juste pour réexpliquer le produit, c'est des tonnes et des tonnes d'ananas coupées à la main. On a goûté des dizaines et des dizaines de variétés d'ananas avant de sélectionner l'ananas qui fonctionne bien et donc c'est le Victoria pour, son goût, sa sucrosité, sa palette aromatique. On le découpe à la main, on l'infuse, dans notre rhum original dark. On utilise également la peau et le cœur de l'ananas que l'on redistille dans notre, rhum 3 stars, enfin 3 étoiles et ensuite on assemble le tout. Donc tu as un rhum qui, n'a rien à voir avec les rhums aromatisés enfin les rhums aromatisés tels qu'on peut l'imaginer. Là, tu as vraiment un rhum, un vrai rhum de la Barbade avec juste cette aromatique ananas qui est incroyable et qui est, aussi intéressante dans une dégustation pure que, dans un daiquiri. C'est-à-dire tu mets juste un peu de citron, de sucre, shaké, c'est juste incroyable. Donc voilà. Et après, j'ai envie de dire, il y a pas de porte d'entrée non plus, dans le rhum. J'ai pas envie de dire: «Tiens, c'est le XO et pas un autre», parce que tu peux tout à fait découvrir le rhum par la gamme des millésimes, par exemple, ne serait-ce qu'en faisant cette dégustation comparée, de ce qui est, la Barbade, la Jamaïque et Trinidad, côte à côte et cet aspect éducation pour moi, il est hyper important dans le rhum. Et où est-ce qu'on peut alors trouver ces références chez, j'imagine, des cavistes? Oui, alors on est distribué, chez beaucoup de cavistes en France. Alors, sur le site internet de la Maison du Whisky, tu peux trouver toute la collection, en livraison à domicile, mais sinon chez les cavistes, on est également, chez, Nicolas ou chez V&B quand il s'agit des chaînes, heu et chez les cavistes, indépendants également, on a suivant la sélection, on est distribué chez les cavistes et après dans la partie plus fun du cocktail, on est également, dans beaucoup de bars à cocktails. Et puis, juste, pour info, on a également chaque année au mois de mai, on a ce qu'on appelle, la Tropical Week où, on travaille main dans la main avec, tous nos partenaires, barman et bars à cocktails pour, mettre à l'honneur justement des cocktails à base de rhum planteré, sur l'aspect un peu tiki tropical, avec une mise en avant, une carte spécifique et puis, des activités, des animations un peu particulières et ça, c'est en mai chaque année. Superbe, la date est prise. Et on peut retrouver la liste des bars sur le site internet pour ceux qui veulent voir un peu partout en France. Ouais, génial, on mettra le lien en description de l'épisode. Et pour finir, une question un peu plus personnelle. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te passionne le plus, dans l'aventure Ferrand en général et dans celle de Planteré en particulier? Heu, alors ce qui me passionne le plus, c'est clairement la diversité des projets, la possibilité de créer. Hem, Moi, j'ai toujours dit à Alexandre depuis le début que ce que j'ai toujours trouvé intéressant chez Maison Ferrand, c'est que c'est le produit qui est au centre de tout. On fait pas du marketing pour faire du marketing, on vient parler d'un produit et donc du coup, quand tu as ça en tête, quand tu sais que tu peux créer, quand tu sais que tu peux partager des idées et que, entre guillemets «rien n'est impossible», s'il y a bien quelque chose qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que si tu dis à Alexandre: «C'est pas possible», ah, tu es sûr qu'il va te challenger et il va falloir y aller et donc le fait de te dire que rien n'est impossible et qu'on peut avoir plein d'idées. Enfin, je veux dire, initialement, le fait de te dire qu'on va créer un rhum à la noix de coco et au final, on se retrouve avec 32 hectares de noix de coco et c'est incroyable. Et donc moi, c'est ça qui m'anime. Tu vois, aujourd'hui, on a des visitor centers, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est vrai que nos distilleries sont ouvertes aux visiteurs, donc à la fois, à Cognac pour Citadel et à la Barbade pour, Planteré et Stades. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a une distillerie et un visitor center, chez Citadel qui est juste incroyable, qui est merveilleux, alors que, en 96, quand on a commencé, il y avait pas grand-chose, quoi.
Aujourd'hui, on a nos champs de genévrier, on a notre orangerie, on a donc voilà, c'est vraiment cette possibilité de créer et de rien n'est impossible qui moi m'anime chez Ferrand et qui me fait me lever le matin. Enfin, je trouve ça incroyable et au sein de Planteret plus particulièrement, hem, je pense que tu vois, cette diversité de terroirs, de cette richesse humaine aussi, je sais que c'est une chance, hein. Moi, j'ai la chance d'aller à la Barbade, très régulièrement, d'aller en Jamaïque, de découvrir ces terroirs du rhum. Tu découvres des hommes, tu découvres des cultures, tu découvres des pays qui sont incroyables et le fait de pouvoir, du coup, le mettre en valeur, le mettre en lumière de par mon métier, je trouve ça magique. Le fait de pouvoir raconter une histoire, de pouvoir, mettre aussi en lumière ces hommes et ces femmes qui sont à la production, tous les jours. C'est super et puis le fait d'être aussi en contact avec eux. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises où, tu vois, nous, on a de la chance en tout cas, c'est tu croises n'importe lequel de nos commerciaux sur le terrain ou n'importe lequel de nos équipes sur le terrain, ils connaissent tout le monde à la prod. On va dans le lab, toutes les semaines, on va dans les chais de vieillissement toutes les semaines, on est au cœur de la production. Il y a pas de porte fermée chez Maison Ferrand et ça, c'est super parce que quand tu as un métier, que tu es en direct avec tout le monde et que tu peux comprendre ça, c'est juste magique et juste je fais une petite aparté, mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des hommes et des femmes. Il y a aussi un projet qui me tient énormément à cœur qui est celui de Women Leading Rome. Si tu me permets, je peux expliquer rapidement, ce que c'est. Mais, j'ai eu l'opportunité il y a quelques années de rejoindre justement cette association. Heu, Avec Planteret, en fait, on a été sollicités très tôt quand l'association s'est créée, en fait, Larissa est venue me parler en me disant: «Tiens, ce serait bien que Planteret, soit de la partie» et en fait, Women Leading Rome, c'est cette association qui met en avant, les femmes dans le rhum. Donc au début, tu peux te dire: «Oui, bon, OK, d'accord, c'est un peu bateau». En fait, ça l'est pas du tout dans le sens où, ça met en avant alors à la fois les femmes qui travaillent dans le rhum et ça, c'est très important, mais il y en a déjà plein. Il y a plein de femmes, talentueuses qui sont dans les spiritueux. Au final, je trouve qu'on a de la chance d'avoir une industrie qui au niveau de la création, en tout cas, regarde, tu regardes, Manguet, leur maître de chez, c'est une femme, à la tête de Barbancourt, c'est une femme. Enfin, il y a énormément de femmes nous, on a Fanny à la tête du service recherche et création, donc les femmes sont là. Par contre, moi, j'ai trouvé le concept vraiment intéressant, c'était de se dire: «C'est vrai aujourd'hui que lorsque tu vas dans un salon», et je pense notamment, à Rumfest, j'en parlais encore avec Cyril il y a pas longtemps. Tu rentres à Rumfest, 90 c'est des mecs. Les amateurs de rhum sont des hommes. Quand tu rentres dans ce salon, ce sont des hommes. Alors ça évolue, hein, quand j'ai commencé il y a 15 ou 16 ans, c'était encore pire. Ça évolue, il y a de plus en plus de femmes, mais ça reste quand même à dominante masculine. Parce que tout de suite, on se dit, les spiritueux bruns surtout, le rhum, le whisky, c'est des boissons de mecs. Alors que pas du tout et je me dis, grâce à cette association-là, moi, mon objectif, en tout cas, c'est de venir démocratiser, et de venir rendre accessible, la dégustation de spiritueux à tout le monde et donc d'ouvrir un peu cette porte en disant: «Bah, non, non, venez sur Rumfest, venez assister à des masterclass, venez assister à des conférences», heu en tant que femme ou homme, on s'en fout au final, mais voilà, d'ouvrir, et donc Larissa est venue me voir il y a quelques années en me demandant de prendre le poste de directrice, de Women Leading Rome sur l'Europe. Ce que j'ai accepté du coup, aussitôt pour pouvoir essayer, voilà, de défendre ces valeurs-là et puis d'ouvrir les spiritueux de façon plus large à tout le monde. Magnifique. Bah, écoute, on mettra aussi le lien en description pour que tout le monde puisse aller, consulter le site de l'association. Un grand merci Angélique pour cette, passionnante découverte de Planteret, mais aussi de ton parcours et puis vraiment de cette aventure, autour du monde des spiritueux. C'était vraiment un très bel épisode qui va bientôt totaliser 1 heure. Un grand merci à toi. Je suis loin derrière Alexandre Gabriel. Le concours est toujours ouvert. Et un grand merci vraiment pour ce moment et puis pour les auditeurs d'Eau-de-Vie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui.
Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.